Alors je suis Victoria von Hoffmann et j'ai proposé une intervention sur l'histoire du goût. Au début de la journée, nous avons commencé l'intervention en demandant à chacun ce qu'était l'acte de manger et nous nous sommes rendus compte que chacun, dans la salle où j'étais, définissait l'acte de manger par le plaisir. Parler du goût et l'associer au plaisir est devenu quelque chose de totalement évident pour nos cultures contemporaines. Or, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Quand on se plonge dans le passé, quand on retourne par exemple jusqu'au XVIe ou au XVIIe siècle, on se rend compte que le goût n'était pas immédiatement associé au plaisir et que c'était un sujet beaucoup plus suspect, un sujet beaucoup plus dévalorisé. Alors le goût et le bien manger sont devenus des sujets très populaires aujourd'hui. On oublie que cette conception ne date que du XIXe siècle. C'est l'époque de Brillat-Savarin, de Grimaud de la Reynière, où on considérait que finalement le plaisir du goût était un sujet positif, que la science gastronomique était devenue à la mode. Lorsqu'on consulte les sources du passé, telles que les traités de physique, les traités de morale, les traités de chimie, les traités de médecine, on se rend compte que finalement le goût est quand même assez peu présent. Un bel exemple, ce sont les traités des sens, où on peut trouver des centaines de pages sur la vue, célébrant la noblesse de l'œil, de cet instrument qui nous a permis de découvrir les astres, de prendre connaissance du monde, qu'il soit infiniment grand ou infiniment petit. Rappelons-le, le XVIIe siècle, c'est aussi l'invention de la lunette, du télescope. Et donc, il n'y a aucune métaphore qui est assez forte pour célébrer les plaisirs de la vue. En revanche, le goût, il y a beaucoup moins de choses à trouver là-dessus. On peut trouver dans les traités des sens des disproportions énormes, telles que 200 pages consacrées à la vue et 10 pages consacrées au goût. C'est comme si ce sujet-là n'intéressait finalement que très peu les savants. Alors pourquoi ce discrédit du goût dans les cultures anciennes? Il y a cela à plusieurs raisons. La première raison à laquelle on pense immédiatement, c'est le péché de gourmandise. On se dit, dans les cultures anciennes, dans les cultures traditionnelles, l'Église jouissait d'une influence très importante et forcément un sens associé à un péché capital devait être dévalorisé. Alors c'est vrai, la gourmandise joue un rôle dans cette dévalorisation du sens du goût, dans ce rôle suspect d'un sens qui mène à l'intempérance, mène à une consommation hors norme. La gourmandise est en effet à cette époque-là définie non pas comme aujourd'hui, comme le plaisir de manger, mais comme une consommation hors norme. Le gourmand, c'est celui qui mange de trop. La gourmandise a des conséquences fatales également, non seulement pour la vertu, mais aussi pour la santé. Elle peut provoquer des maladies qui vont de l'indigestion à des maladies beaucoup plus graves. La gourmandise peut également mener à la faute sociale. Lorsqu'on consomme trop, qu'on boit de trop, parce qu'il faut savoir que la gloutonnerie, c'est tant manger trop que boire trop, on peut avoir des choses avoir des problèmes, des conséquences, telles que la parole désordonnée, un discours un discours sans ordre qui va engendrer une faute sociale. La gourmandise aussi pose problème car c'est un péché particulièrement insidieux. Ce n'est pas le péché le plus grave de tous, mais c'est celui qui mène à tous les autres. Thomas à Kempis nous le disait dans De l'imitation de Jésus-Christ, qui est un des best-sellers de la littérature des XIVe et XVe siècles, nous disait « Mettez un frein à l'intempérance de bouche et il vous sera plus aisé ensuite de vaincre la chair dans toutes les autres guerres qu'elle vous peut faire. » La gourmandise n'est pas le péché le plus grave, mais si on cède à ce péché-là, on cédera nécessairement à tous les autres. D'où la vigilance nécessaire face à ces désordres. Mais il serait toutefois réducteur d'attribuer le discrédit du goût au seul péché de gourmandise. Il y a des raisons bien plus profondes à cela, parce qu'on peut trouver un malaise à l'égard du sens du goût dès l'Antiquité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas attendu le christianisme pour considérer le goût comme un sens inférieur. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le goût était considéré dans les cultures anciennes comme un sens inférieur, parce qu'il était perçu comme plus corporel, plus matériel, plus animal. C'est un sens qui révèle plus que les autres la nature animale de l'homme, que les hommes d'Ancien Régime ont essayé de renier, de refouler. Robert Elias a bien expliqué ça dans sa civilisation des mœurs, que progressivement les hommes d'Ancien Régime ont essayé de mettre leurs pulsions à l'écart, de dominer le corps et d'essayer de mettre ce qui renvoie à leur corps et à leur animalité le plus possible sous silence, le plus possible dans l'ombre.
Et le goût fait aussi partie de ces sujets-là qu'on a estimé utile de taire. Il y a un concept important pour comprendre l'histoire du goût, c'est ce concept d'hiérarchie des sens. C'est un concept bien curieux pour nous, mais qui est un lieu commun dans les cultures anciennes. Les sens étaient traditionnellement classés par ordre d'importance, des sens les plus bas, les plus inférieurs, que sont le goût et le toucher, sens plus animaux, plus corporels, plus matériels, aux sens supérieurs que sont la vue et l'ouïe. Ce sont des sens plus spirituels. Ce sont aussi des sens à distance, parce que pour que se fasse la perception visuelle ou la perception auditive, il faut que le sensible soit mis à distance du sujet. Par exemple, si jamais on veut regarder quelque chose, on ne pose pas l'objet sur l'œil. Il faut le mettre à distance de soi pour pouvoir le regarder. Ce qui n'est pas le cas du goût, parce que pour pouvoir goûter bien pleinement la saveur d'un aliment, il faut le mettre en bouche, il faut le goûter. Donc c'est un contact qui cause au goût finalement une distance moins grande, et donc une objectivité moins grande. C'est un sens suspect aussi pour cette raison-là. Le goût et le toucher sont aussi des sens qui sont associés à des besoins fondamentaux, qui sont se nourrir et se reproduire. Le fait d'être associé à un besoin matériel cause aussi le discrédit de sens qui sont considérés comme moins intellectuels, moins révélateurs de cette distinction humaine que les hommes d'Ancien Régime sont si enclins à célébrer. Un dernier élément qui est fondamental pour comprendre la dévalorisation du goût, c'est la place importante dans nos cultures, dans nos sociétés, accordée au système du dualisme philosophique. C'est un système philosophique profondément ancré dans nos traditions, où l'on sépare le corps de l'esprit. Platon le disait déjà, ça a été ravivé par Descartes, qui considérait qu'on ne pouvait pas faire confiance au sens, qui considérait que vraiment la res cogitans et la res extensa étaient deux substances différentes. Une culture qui sépare de façon si radicale le corps et l'esprit explique qu'on ait pu inventer un concept aussi curieux qu'une hiérarchie des sens, qui distingue des sens prétendument plus corporels que les autres, de sens prétendument plus spirituels que les autres. Alors rapidement, de nombreux changements historiques, évidemment, ont été nécessaires pour passer d'une culture qui dévalorisait le sens du goût à une culture dont la nôtre est originaire du XIXe siècle, qui célèbre le caractère positif du bien manger, une société de célébration des plaisirs du goût. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce changement culturel considérable. Une première hypothèse, c'est l'invention d'un sens figuré du goût. Pendant des siècles, on a considéré que le goût, ce n'était qu'un sens corporel permettant de distinguer les saveurs, distinguer les aliments des poisons. Le goût, pendant des siècles, ce n'était que cela. Il a fallu attendre le XVIe, XVIIe siècle pour qu'on invente un sens figuré du goût. C'est quelque chose aussi qui est devenu très évident pour nous aujourd'hui, de considérer que le goût, c'est aussi le plaisir dans les arts, que c'est aussi l'agrément, que c'est aussi voilà, le plaisir en général, le goût. Et cette invention d'un sens figuré est contemporaine de cette société moderne dont je vous parle. Le fait de considérer que le goût n'est plus seulement corporel mais qu'il est également doté d'une dimension spirituelle explique aussi le fait qu'on ait progressivement valorisé le goût, qu'il ait été considéré comme plus pertinent pour les savants de s'interroger sur ce sujet considéré comme méprisable pendant des siècles. Plusieurs mouvements philosophiques permettent également d'expliquer ce changement culturel. Parmi eux, les mouvements philosophiques de l'empirisme et du sensualisme, qui apparaissent à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Pour la première fois, à cette époque-là, on a des penseurs tels que John Locke et Condillac qui considèrent que les sens doivent être placés au centre de la connaissance, que c'est par les sens uniquement qu'on peut prendre connaissance du monde. John Locke nous donne par exemple l'exemple de l'ananas, qui était un fruit encore un peu inconnu pour les populations de cette époque, et il explique que pour connaître la saveur de l'ananas, il n'y a qu'un seul moyen, il faut le goûter. Parce que si jamais on n'a jamais goûté ce fruit-là, c'est impossible d'en avoir une connaissance approfondie. On ne peut pas décrire cette saveur, on peut dire que c'est un peu sucré, que c'est un peu amer, un peu acidulé, mais si on n'a jamais goûté l'ananas, il sera impossible, même à un philosophe comme Descartes, d'en décrire avec précision la saveur. Le fait de placer les sens et l'expérience sensible au cœur de la pensée, au cœur de la connaissance, fait que peut-être, indirectement,
on est pensé à s'interroger différemment sur le sens du goût. Enfin, un autre élément important qui pourrait expliquer ce changement culturel, c'est les changements qui s'opèrent dans le registre de la sensibilité gustative. Le milieu du XVIIe siècle connaît l'invention d'une nouvelle forme de cuisine qui s'est établie progressivement tout au long du siècle précédent. C'est la fameuse transition entre la cuisine médiévale et la cuisine moderne. Une nouvelle cuisine apparaît avec de nouveaux principes culinaires, avec de nouveaux ingrédients qui valorisent surtout le vrai goût des aliments. Les cuisiniers de cette époque utilisent vraiment ce terme de vrai goût des aliments. Il faut que le chou sente le chou, il faut que le navet goûte le navet, il faut éviter d'avoir une confusion des ingrédients. Il faut que la saveur authentique de chaque aliment se fasse pleinement reconnaître. C'est une cuisine qui valorise davantage les légumes aussi, qui a tendance à séparer les saveurs sucrées des saveurs salées, à utiliser moins d'épices et essayer de donner place vraiment à la saveur authentique de l'aliment. C'est en quelque sorte l'origine de notre cuisine d'aujourd'hui. Le fait d'avoir une nouvelle cuisine, d'avoir une nouvelle sensibilité gustative qui s'est développée, a peut-être elle aussi expliqué l'avènement d'une culture célébrant les plaisirs du goût.